C'était le jour J hier pour le budget 2024. Il a été présenté au Conseil des ministres. Et puis 49.3 le soir à l'Assemblée nationale, dégainé par Elisabeth Borne. On se penche dessus avec vous, Marc Vigneault. Bonjour, vous êtes journaliste Bonjour. à l'opinion. Alors on le savait, on le sentait. Ce ne serait pas un budget qui renverserait la table. Les économies, 16 milliards, mais 12 liés à l'arrêt des mesures contre la hausse des prix de l'énergie. C'est un budget que vous qualifieriez de quoi? On est dans la direction de la rigueur ou au contraire complètement figé dans des dépenses qui sont même toujours en croissance? Alors, on ne peut absolument pas parler de rigueur, hein. Évidemment, il va falloir commencer à réduire le déficit parce qu'on est parti d'une situation très très élevée pour faire face à la crise Covid, puis pour faire face à la crise énergétique et aux conséquences de la guerre en Ukraine. Donc là, le déficit va passer de 4,9% cette année à 4,4% si le gouvernement arrive à cette cible l'année prochaine. Donc ça fait une bonne réduction, c'est une réduction importante, mais elle vient, comme vous l'avez dit, du fait qu'il y a eu beaucoup de dépenses exceptionnelles par le passé, notamment liées au bouclier énergétique, et que ces dépenses, puisque les prix d'énergie sont revenus à des niveaux plus acceptables, et ben, ces dépenses vont être débranchées. Donc c'est en quelque sorte le budget de la vraie fin du quoi qu'il en coûte, mais pas encore le budget du retour au sérieux budgétaire, si on peut dire. Mais il est quoi? Ce budget, il est paresseux, il est insincère, parce qu'on dit aussi qu'il repose forcément sur une prévision de croissance qui est très optimiste, 1,4% pour 2024. Est-ce qu'il est au contraire très axé sur le service public, parce qu'il y a beaucoup d'investissements, notamment sur la transition écologique? Alors, on ne peut pas dire qu'il soit insincère, hein. Insincère, c'est un terme très important. Si la Cour des comptes, le Haut Conseil des finances publiques, qui sont des institutions de contrôle indépendantes, disent que ce budget est insincère, il peut être retoqué par le Conseil constitutionnel, ça peut poser des problèmes juridiques en tout cas. Donc là, on n'est pas dans l'insincérité. Le gouvernement prend une hypothèse de croissance qui est relativement optimiste par rapport à celle des autres. Il prend 1,4% de croissance contre 0,9% de croissance, par exemple, pour la Banque de France. Donc clairement, il estime que ces politiques économiques vont permettre de stimuler la croissance. C'est un pari un peu osé, mais c'est pas non plus totalement irréaliste. Il a quelques raisons de dire que finalement on pourrait avoir une bonne surprise. L'année dernière, il avait prévu 1% de croissance. Il y a plein d'instituts de conjoncture qui ont dit ce n'est pas réaliste et finalement il y a eu une surprise au deuxième trimestre. Le commerce extérieur a permis de redresser le deuxième trimestre et donc on pourrait effectivement arriver à 1% de croissance. Et le fait que le gouvernement va tenir sa prévision de croissance, a priori, va arriver autour de 1% de croissance cette année, c'est ce qui lui permet justement de ne pas faire autant d'économies que ce qu'il avait promis au moment de la présentation des assises des finances publiques, où ils avaient annoncé une grande revue des dépenses publiques, ils avaient annoncé tout un tas d'économies, et là ils se sont dit, bon, ce sont des économies qui sont très risquées, on risque d'avoir beaucoup d'opposition, les Français risquent de mal le prendre, et comme on peut se contenter de débrancher un peu les boucliers énergétiques, eh bien, on va faire moins d'économies. Alors, il faut rappeler que débrancher les boucliers énergétiques, hein, c'est pas si facile que ça, parce que ça veut dire augmenter le prix des énergies qui était bloqué pour les Français. Donc, le prix de l'électricité va augmenter. Donc, il faut quand même un peu de courage politique pour le débrancher, hein. Il y en a qui rêveraient qu'on garde des prix de l'électricité totalement administrés et protégés par la puissance publique. Ouais, du courage politique, mais sur quoi le gouvernement a quand même renoncé? Parce que les économies, c'est 16 milliards, donc 12 milliards effectivement liés à la réduction des aides aux entreprises sur l'électricité et aux ménages d'ailleurs aussi. Mais ce ne sont pas des économies pérennes. Donc qu'est-ce qui a bloqué? Eh ben, enfin, qu'est-ce qui a bloqué? Bah, c'est notamment Emmanuel Macron qui dit, bah, écoutez, on peut pas prendre certaines mesures qui vont nous faire passer pour des gens qui augmenteront les taxes, hein. Par exemple, la taxe sur les billets d'avion, une taxe sur l'alcool. Il y a une petite musique qui s'est installée où la presse a écrit que, même si le discours officiel c'était pas d'augmentation d'impôts, avec la multiplication de petites taxes, ça y ressemblait, d'autant qu'on allait demander des efforts aux Français via la réduction des dépenses. Par exemple, si on leur imposait
un reste à charge plus élevé pour l'achat de chaque boîte de médicaments. Et donc, à partir de ce moment-là, le gouvernement et Emmanuel Macron ont un peu enclenché la marche arrière en disant il faut faire attention à ne pas, alors que le pouvoir d'achat est très contraint, à imposer des mesures d'économie trop fortes. Donc, par exemple, Bercy nous avait dit qu'il pourrait y avoir un reste à charge sur le compte personnel de formation pour beaucoup de monde. Quand on utilise son compte personnel de formation, finalement, ce reste à charge n'a pas été acté. Le gouvernement avait dit que les entreprises auraient peut-être à prendre un peu plus à leur charge les arrêts de travail en ayant les personnes se verraient imposer plus de jours de carence non pris en charge par la sécurité sociale pour chaque arrêt de travail, ce qui veut dire que les entreprises auraient dû les indemniser à la place de l'assurance maladie. Ça ne sera pas fait cette année finalement. Les franchises sur les boîtes de médicaments et la participation forfaitaire chez le médecin qui devait doubler, pour l'instant, ce n'est pas dans le texte, ce n'est pas totalement écarté, mais ça pourrait être pris par voie réglementaire. Mais l'arbitrage est très difficile à obtenir, donc pour l'instant, ce n'est pas dans le texte. Donc on voit qu'il y a tout un tas de mesures d'économie symboliques qui avaient été rendues publiques par Bercy pour montrer que c'était l'année où il fallait redresser les comptes. Toutes ces économies ont été remisées au placard. Oui, c'est mis en attente et on a quand même Bruno Le Maire qui nous avait dit on est arrivé au bout du chemin, les économies, là où les économies conjoncturelles sont suffisantes. Donc en clair, c'est toujours pas au programme pour eux, même l'année prochaine, les économies structurelles. Ah si, pour le coup, l'année prochaine, le Haut Conseil des finances publiques, le gouvernement lui-même, dans les éléments qu'il a transmis au Conseil des finances publiques, dit on va devoir trouver 12 milliards d'économies vraiment structurelles, alors que cette année, on en fait 16, dont vous disiez 14 avec la fin des mesures exceptionnelles. Donc là, 12 milliards d'économies structurelles, ça sera extrêmement dur à trouver. Donc là, il va falloir amplifier l'exercice de revue de dépenses qui a été mené, prendre des décisions politiques difficiles. Par exemple, je vous parlais des jours de carence, cette mesure pourrait revenir dans le budget l'année prochaine. Donc il va falloir prendre des décisions difficiles, à moins d'une surprise très positive sur la croissance et d'éléments exceptionnels qui ne sont pas aujourd'hui connus. L'année prochaine, ça risque d'être vraiment le budget difficile qu'il faudra et où il faudra prendre des grosses décisions. Bruno Le Maire a lui-même dit notre exercice de revue de dépenses où l'administration passe au peigne fin toutes les dépenses, même cet exercice, ça ne suffira pas. Il nous permettra éventuellement que de trouver 6 milliards sur 12. Et donc, le reste, ça suppose de revoir le périmètre d'intervention de l'État, de revoir les doublons avec les collectivités territoriales, de simplifier les normes, etc. Et cette réflexion, elle est à peine entamée. On commence tout juste à la mener et on sait que c'est là que ça devient compliqué. Et est-ce que, après un premier quinquennat quand même de baisse d'impôts pour les ménages, les entreprises, est-ce que là, le fait qu'il n'y ait pas eu de baisse d'impôts dans ce budget, c'est quand même pas déjà une bonne nouvelle? Alors ça dépend de quel point de vue on se place, hein. Oui, Les baisses évidemment. d'impôts, les gens trouvent que c'est quand même des bonnes nouvelles. Après, effectivement, puisque l'effort sur les dépenses publiques était compliqué à produire et qu'on peut mettre beaucoup de gens dans la rue avec des baisses de dépenses ou avec des augmentations de petites taxes, on préfère retarder des baisses d'impôts qui étaient prévues. Tout ça est une question d'arbitrage. Le gouvernement a considéré que les entreprises avaient été bien servies, que la politique de l'offre était bien installée. Donc, on pouvait repousser la suppression définitive de la CVAE, donc la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sur 4 ans, le faire en 4 ans au lieu dans une seule fois. Et donc, tout ça, c'est des équilibres à trouver. Il faut rappeler que la France va emprunter à moyen et long terme l'année prochaine 285 milliards d'euros sur les marchés, que la charge de la dette va remonter de façon très importante. Elle devrait atteindre 84 milliards d'euros en 2027 pour l'ensemble des administrations publiques, ce qui est plus que le budget de l'éducation nationale. Donc voilà pourquoi il faut réduire le déficit et la dette. Certains économistes disent il ne faut pas regarder la charge de la dette en milliards d'euros parce que en même temps le PIB progresse, il y a de l'inflation, donc on a aussi des rentrées fiscales supplémentaires. Il n'empêche que la charge de la dette en pourcentage du PIB va remonter de façon très importante. Elle devrait passer de 1,9% du PIB à 2,6% du PIB. Donc on n'est plus du tout dans la période où la dette était quasiment gratuite, où l'État français pouvait s'endetter à 10 ans quasiment à 0%. Oui, c'est ça aussi qui vient nous empêcher de faire des économies, en fait, le poids de la dette qui a pris 10 milliards pour l'an prochain. Alors, c'est pas ce qui empêche de faire des économies, c'est au contraire le moteur qui explique qu'on soit obligé aujourd'hui
de réduire le déficit et donc d'arrêter d'augmenter la dette. Alors, pour cette année, le gouvernement a fait le choix de ne le faire que par des mesures un peu moins douloureuses, même s'il y a cette augmentation du prix de l'électricité. Et l'année prochaine, pour le coup, il n'aura pas cette carte à jouer. A priori, sauf coup de théâtre sur les prix de l'énergie, les boucliers auront été pour l'essentiel débranchés. Il n'y aura plus de dépenses exceptionnelles, il n'y aura plus les dépenses du plan de relance qui courent toujours face à la crise Covid. Et donc là, cette fois, il faudra s'attaquer vraiment aux dépenses récurrentes d'année en année. Et c'est là que ça sera le plus dur. Et pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'il y a certaines oppositions qui crient à l'austérité. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que justement, le poids de cette dette est de plus en plus important et pèse sur les budgets de la nation, d'autant qu'il faut financer la transition écologique en même temps, hein. Le gouvernement a mis 7 milliards d'euros sur la table pour financer la transition écologique, ce qui est jugé à un niveau important. Et donc, il faut bien financer toutes ces politiques, d'autant qu'Emmanuel Macron a promis d'augmenter les budgets de plusieurs ministères pour réarmer les services publics, comme il dit. Il y a des augmentations très importantes qui sont passées en ce moment. Et donc, quand on fait la somme de ces augmentations de budget dans tout un tas de politiques prioritaires, l'éducation, la défense, le ministère de la Justice, etc., et la charge de la dette qui augmente, eh bien, si on veut contenir la dépense publique, la contenir, hein, rien que la stabiliser, pour que, compte tenu de l'inflation, il y ait à peu près le même montant chaque année de dépenses publiques et non pas l'augmenter, eh bien, il faut faire des économies dans la dépense, sinon ça dérive. Et ces économies, eh ben, elles seront très très dures à trouver à partir de l'année prochaine. Et sur le principe, par exemple, les Républicains sont très favorables aux économies, mais dans le détail, dès qu'on rentre sur un exemple d'économie, ben, on voit que ça suscite des oppositions, que ça suscite des inquiétudes pour le pouvoir d'achat des Français. Et donc, c'est toujours très difficile à faire adopter et à tenir dans la durée quand on veut se faire réélire. Oui, les plus durs, c'est toujours pour les années qui vont venir. Merci Marc Vigneault de nous avoir fait un point post-adoption du budget 2024. Très belle journée à vous. Merci à vous, bonne journée.